Bien ou bien, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. On met toujours en avant les mêmes joueurs et il y en a certains qui sont vachement plus discrets sur les bords de terrain. Des mecs que tu verras rarement donner une interview ou dans les médias en train de parler et s'exprimer. Sérieusement, t'as déjà vu Sékou Makalou en train de donner une interview? Bah non, c'est archi rare. Le mec, il est archi discret dans tout ce qui est presse, dans tout ce qui est médias. Par contre, sur le terrain, qu'est-ce qui prend de la place? Dans cette vidéo, on va revenir sur Sékou Makalou, son histoire et surtout ses qualités en tant que joueur parce que là, avec la Coupe du Monde, il a franchement une carte à jouer et vous n'allez pas être déçus. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai mon avis. Franchement, le rugby professionnel, c'est un monde à part. Les mecs, c'est des gladiateurs. Tous les week-ends, c'est le Colisée ou les arènes de Lutèce sur les terrains de top 14 ou les terrains internationaux. Ça tape tellement fort et la répétition des efforts est tellement intense que nous, on s'en rend pas compte quand on est sur notre canapé. Quand tu vois le temps de jeu effectif du match entre l'Irlande et la France pendant le tournoi Destination 2023, tu te dis ouf! 46 minutes de temps de jeu effectif, 46 minutes. Les joueurs pros, on va pas se leurrer, ils ont tous des super pouvoirs. Il y en a, ça va être la vitesse, d'autres ça va être les appuis, d'autres la capacité analytique de traiter des informations et de faire le bon choix, d'autres ça va être la puissance, d'autres la force, d'autres la taille, la passe, le plaquage. Chacun a son super pouvoir et évidemment, il y a des joueurs qui cumulent plusieurs super pouvoirs. Mais avant toute chose, ça doit être des guerriers, c'est des mecs qui ne lâchent rien sur le terrain et qui ont l'agressivité nécessaire pour jouer à l'intensité qui est demandée sur du rugby professionnel. Et ça, c'est intéressant parce que tu le remarques quand tu t'occupes des catégories jeunes. Dès le plus jeune âge, dès les U16 en Goderman à la Mercerie, Krabos, tu t'aperçois des joueurs qui ont cet excès d'agressivité qui va leur permettre potentiellement de franchir le cap sur les années d'après. Et quand tu regardes un gamin qui est au-dessus du lot dans une catégorie comme ça, la question que tu te poses à chaque fois, c'est jusqu'où il va aller. Krabos, Espoir, Fédéral, Pro D2, Top 14, équipe de France, mais tu les repères très vite, ces joueurs qui ont l'agressivité nécessaire et évidemment leur super pouvoir pour aller boxer dans la catégorie d'au-dessus. Et ben l'agressivité, c'est un critère pour le très haut niveau. Attention, agressivité dans la règle de l'art, c'est-à-dire que c'est vraiment gagner des duels offensifs, défensifs, avoir cette volonté d'aller chercher l'adversaire, de gagner des prociomètres, de récupérer des ballons. C'est pas le seul critère, mais il fait partie d'un des critères essentiel pour jouer sur le très haut niveau. Dans cette vidéo, on va revenir sur le guerrier Sékou Makalou. Mais avant de commencer, mes petits cochons, va falloir vous abonner. Et je regarde pas souvent les statistiques YouTube. Et là, je regardais sur la dernière vidéo, il y a 66,6% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Pourtant, c'est écrit que vous êtes des spectateurs réguliers, mais il y a 2 personnes sur 3 qui regardent la chaîne sans être abonnés. Oh, un petit coup de main là, un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Sékou Makalou, il est né le 20 avril 1995 à Sarcelles. Comme beaucoup de jeunes, il découvre le rugby dans sa ville. Pour ceux qui ne situent pas où est-ce que c'est, Sarcelles, c'est une ville au nord de Paris qui évolue actuellement en Fédéral 1. Il va évoluer à Sarcelles de 2005 à 2011, puis il va être recruté par Massy. Massy, autant te dire que c'est une usine à former des joueurs professionnels. On compte même plus ces dernières dizaines d'années le nombre de joueurs qu'ils ont envoyés en Pro D2, en Top 14 et en équipe de France. C'est impressionnant. D'ailleurs, là, je vais ouvrir une petite parenthèse, j'ai trouvé un truc scandaleux. C'est les indemnités de formation dans le rugby français. Vous en avez entendu parler? Attends, je m'explique. Massy, ils évoluent entre la Nationale 1, l'ancienne Fédéral 1 et la Pro D2. Pourtant, ils fournissent des joueurs qui vont alimenter le Top 14 et la Pro D2, mais ils n'arrivent pas à les conserver. Pourquoi? Tout est une histoire de pognon. Massy, c'est un club qui a très longtemps fonctionné sans mécène, c'est-à-dire que la plupart des clubs, comme Boudjelal à Toulon ou Altrad à Montpellier, ils ont un mécène qui va injecter du pognon dans la SASP. La SASP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la structure du club professionnel. Massy ne fonctionnait pas avec un mécène, il fonctionnait avec plusieurs petits sponsors. Mais donc du coup, c'est plus difficile d'animer quand tu as plusieurs petits sponsors. Le souci, c'est que quand tu veux recruter des joueurs, il faut les payer. Au bout d'un moment, quand tu montes d'une division, tu essayes de recruter des joueurs qui vont être adaptés à cette division. Sur la saison 2022-2023, la moyenne des budgets de clubs de Pro D2 était à 9 370 000 € par club. Massy était le seul club en dessous de 5 millions d'euros de budget. Vous imaginez, c'est-à-dire que tu boxes pas dans la même catégorie que les autres. Mais quand tu formes des jeunes, ça te coûte de l'argent parce qu'il faut payer les structures. Tu les accueilles dans ta structure. Donc tu as l'internat, tu as les profs, tu as tes éducateurs, tu as tes bus pour les déplacements, le train, les fournitures. Il y a tout ce qui va aller autour pour accompagner ces jeunes vers le haut niveau. Et évidemment, ça te coûte du pognon de former des jeunes. Et tu te dis, bien sûr, ils doivent toucher de l'argent à un moment. Évidemment. Alors oui, tu touches des indemnités, mais qui vont dépendre du niveau auquel tu joues. Je te prends un exemple concret. Il y a 2 jeunes là qui viennent de partir de Massy en direction de club de top 14. Donc il me semble que c'est Montpellier et Pau. Massy va toucher 12 000 € d'indemnité de formation par joueur, soit 24 000 € pour ces 2 joueurs-là. Ils auraient été en Pro D2, c'était 104 000 € par joueur, soit 208
208 000 €. Et c'est valable aussi pour les clubs amateurs, mais vous imaginez le delta, c'est-à-dire que tu t'occupes de former des joueurs pour les clubs professionnels, et les clubs professionnels, le système est tellement bien fait qu'ils ne vont pas te rémunérer à hauteur de ce que le joueur aurait coûté s'il avait été recruté dans un autre club professionnel. Mais 208 000 €, c'est énorme pour un club comme Massy, surtout qui est monté 5 fois en Pro D2 sur les 10 dernières années, il me semble. 5 fois ils sont montés en Pro D2, et à chaque fois, problème de sous, ils n'arrivent pas à redescendre, et tu restes avec un système inégalitaire comme ça. Franchement, c'est le reflet de la société. Bon, je m'arrête ici. Alors messieurs, sachez que la roue tourne à tourner. Massy part sur un nouveau projet où maintenant ils acceptent qu'il y ait un mécène qui arrive et qui injecte des sous dans le club et qui prenne la présidence du club. Donc si jamais il y a un mécène qui regarde, n'hésitez pas à les contacter. Fin de la parenthèse. Donc Sékou Macalou, il a fait ses armes à Massy de 2011 à 2014, qui est une formation très réputée. Et derrière, il a enchaîné avec la Pro D2 de Massy sur la saison 2014-2015. Puis après cette saison, il part pour le Stade Français. Il va faire un passage en France U20 en 2015, puis en équipe de France en 2007. Macalou, c'est quoi son profil de joueur? Macalou, c'est un joueur qui va faire 1,98 m pour, selon les sources, allez, 108 à 115 kg, ça dépend si on met la TVA ou pas. Et il a été formé 3e ligne. Pour moi, il a deux grosses qualités. Un, son plaquage. Évidemment, c'est un mec, il est dur sur l'homme. C'est un mec, quand il vient de plaquer, tu le sens passer. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à être agressif et à faire reculer les mecs et à gagner ses duels quand il est en défense. Et la seconde, ça va être sa capacité à être mobile. Dans le rugby moderne, c'est ultra important d'avoir cette capacité à être mobile pour pouvoir se déplacer et couvrir des grandes zones, surtout quand on est sur un poste comme 3e ligne. Attends, je m'explique. En 3e ligne, tu es obligé généralement de venir intervenir dans le couloir des 15 mètres. C'est-à-dire que tu vas défendre face à des 3/4 pour rattraper des coups. Tu vas devoir des fois traverser le terrain en diagonale et tu as énormément de terrain à parcourir. Et donc, ce qui est intéressant, ça va être sa vitesse de déplacement aussi à Macalou. Il a cette capacité à se déplacer rapidement sur le terrain. En fait, sa vitesse, elle est tout simplement folle à Macalou. Thibaut Giroud, le directeur de la performance du 15 de France, il nous dit « Sékou, on sait les qualités qu'il a. C'est un mec qui fait 115 bars, qui court à 36 ou 37 à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète rugby qui peuvent jouer plusieurs postes. Sa vitesse, c'est quelque chose qui peut s'expliquer en partie aussi par son physique impressionnant, parce qu'il fait 1,98 m, mais c'est un réel athlète. Il a plutôt un profil sec, même s'il est lourd, tu sens qu'il est athlétique. Et surtout, il est passé par l'athlétisme quand il était plus jeune. Il a notamment été surclassé, il a fait de l'athlétisme en étant surclassé dans la génération d'au-dessus. Évidemment, si tu commences à développer tes qualités athlétiques jeunes en pratiquant d'autres disciplines que le rugby, c'est des choses que tu vas pouvoir retranscrire sur le terrain de rugby. On va pas se leurrer, nous on est des autistes au rugby. Sur le développement des qualités athlétiques sur les jeunes, on n'est pas encore au top. Quand tu compares avec des sports comme le foot, on a un temps de retard. Quand on reprend le temps de jeu de Macalou, on s'aperçoit qu'il devient rapidement un élément central des staffs successifs parisiens, parce que le Stade Français a eu quand même un turnover au niveau des entraîneurs avant de trouver de la stabilité, mais on s'aperçoit qu'il y a cette stabilité pour Macalou. Il va honorer ses 2 premières capes avec le 15 de France en 2017 contre la Nouvelle-Zélande et le Japon. Malheureusement, c'est pas une période facile pour le rugby français à ce moment-là. On est battu par la Nouvelle-Zélande 38-18 et on fait match nul contre le Japon 23-23. Et je pense que après il aura plus de sélection jusqu'en 2020 et je pense que Macalou il fait partie de ces joueurs qui ont pâti en fait de ce manque de résultats de l'équipe de France. Le joueur intrinsèquement était très bon, mais peut-être que l'équipe de France on n'était pas aussi bien rodé collectivement avec le staff que ce qu'on est actuellement, et je pense qu'il fait partie de ces joueurs du coup qui sont passés à la trappe et qui ont morflé pour tout le monde. Et ouais, tu fais match nul contre le Japon, c'était à l'Arena à Paris, sur terrain synthétique, tu fais 23-23, bah je pense que, allez hop, il a pris une claque comme beaucoup de joueurs à ce moment-là. Il n'est pas rappelé en 2018-2019 avec l'équipe de France, alors qu'avec le Stade Français Paris, il fait une saison mais monstrueuse. Il joue 23 matchs avec le Stade Français, marque 8 essais, et surtout il termine 5e meilleur plaqueur du championnat avec 298 plaquages dans la saison, le bonhomme. C'est quand même monstrueux. Faudra attendre 2020 pour le voir revenir en équipe de France. Et je sais pas si tu te souviens, 2020 c'est la Coupe d'automne des Nations. Il y avait un partage du temps de jeu pour les joueurs de l'équipe de France où ils ne pouvaient pas faire plus d'un certain nombre de matchs pendant cette Coupe d'automne des Nations. Et donc du coup, on se retrouve avec une équipe soi-disant bis pour jouer la finale contre l'Angleterre. Moi, j'ai un pote qui m'avait dit, mais c'est naze, on va jouer avec une équipe bis. Je lui avais dit, attends, tu t'as pas compris, là, les joueurs qu'il y a dans ton équipe bis de l'équipe de France, ils sont pas marrants et c'est une très bonne chose. Ça fait partie de la construction d'un groupe, c'est-à-dire que même des joueurs qui sont censés ne pas être titulaires vont jouer des finales. On avait perdu cette finale, malheureusement, en prolongation, mais c'était le début d'une nouvelle aventure pour les Bleus, dans laquelle Macalou, il était invité. Et Macalou, c'est un utility player.
player. Un quoi? Un utility player. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes et d'occuper plusieurs postes au cours d'un même match. T'en as qui choquent pas, comme Fickou ou Moefana, c'est-à-dire que c'est des joueurs, ils peuvent jouer au centre ou à l'aile, c'est-à-dire que Fickou, il bascule à l'aile en plein match, ça choque personne. Moefana, il bascule du centre à l'aile ou de l'aile au centre, même chose, ça choquera personne sur la réorganisation. Thomas Ramos qui va passer de 15 à 10, ça te choque pas. Et puis il y a des profils plus hybrides qui peuvent jouer devant et derrière, et notamment cette bascule de la troisième ligne à l'aile, qui est quelque chose de recherché, puisque c'est un vrai casse-tête de construire son banc en envisageant toutes les solutions. Les équipes, elles sont très rodées sur les systèmes de jeu. En cours de match, elles doivent souvent faire face à des imprévus, des cartons, des blessures, des sorties précoces et des réorganisations de postes pour continuer à exploiter au mieux leur façon de jouer. La fameuse question qu'on se pose tous avant que les Bleus y jouent, sur le banc, on part avec quoi? 6 avant et 2 3 quarts ou 5 avant et 3 quarts? Pour comprendre pourquoi Macalou peut jouer à l'aile, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que dans la plupart des systèmes de jeu, on éclate les avances sur le terrain et évidemment dans le couloir des 15 mètres, donc sur les côtés, on va essayer de mettre des profils plutôt rapides puisqu'il va y avoir plus de distance à couvrir et surtout il y a plus d'espace à exploiter. Et donc plus il y a de l'espace, plus on a envie d'avoir des joueurs qui sont véloces. Centre du terrain, c'est généralement plus dense, t'as envie d'avoir des mecs qui sont un petit peu plus fighters. La seconde, c'est que les ailiers, pour moi, ils ont un objectif en match, c'est marquer. Pour savoir à quel poste on doit faire jouer un joueur, il faut cibler les qualités. Si on devait choisir deux qualités pour les ailiers, je dirais la vitesse et le jeu aérien. Pourquoi la vitesse? Parce que quand le ballon il arrive à l'aile, il y a généralement plus d'espace et donc tu vas essayer de gagner un maximum de terrain avec une défense qui est en contrôle où ton but c'est de gagner des mètres, tu as des espaces, tu essayes d'en profiter. Il faut être capable de se déplacer sur une autre partie du terrain pour apporter des solutions. Quand il y a des jeux au pied que tu vas devoir remonter des ballons, tu as plus d'espace donc tu dois remonter les ballons aussi rapidement et la vitesse c'est une qualité qui est indispensable pour un ailier, même pour terminer les actions. Si tu as des espaces et que tu vas plus vite que l'adversaire, tu te fais pas rattraper. Et le duel aérien parce que tu vas être beaucoup sollicité sur du jeu aérien et on connaît la part du jeu au pied dans le rugby moderne et notamment des jeux au pied de pression et il faut être sûr sur les ballons aériens si tu veux récupérer la possession de la balle. Pour la vitesse, si on prend l'exemple de Damien Penaud, que ça soit à Clermont ou en équipe de France, il n'a jamais été flashé à plus de 37 km/h. Et ben en fait, Macalou, il possède la même pointe de vitesse que Damien Penaud. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il a sûrement pas les mêmes qualités sur le jeu aérien, quoique, et notamment sur les appuis, la capacité à avoir des appuis pour Damien Penaud, où tu vois quand il est en train de courir avec ses bras et qu'il fait comme ça, je pense que Macalou c'est pas exactement le même. De la même manière que Penaud, il a sûrement pas les mêmes qualités que Macalou sur le plaquage. Mais donnez-lui un ballon de l'espace et essayez de le rattraper. Sa puissance, elle lui permet même quand il est en bord de touche en fait et qu'il y a des défenseurs qui sont en train de revenir, de résister aux charges sur le côté. Tu t'imagines un gaillard qui fait 2 mètres et 115 plombes, qui est lancé à 36 km/h, toi tu serres les dents en te disant je vais venir l'impacter parce qu'il faut que j'arrive à le faire tomber, et là le mec il se gaine en mettant un appui fort pour rester dans le terrain, comment tu fais pour le sortir en touche le bonhomme? Déjà faut que tu le rattrapes hein. Je te donne mon avis sur Sékou Macalou pour la Coupe du Monde. C'est un avis qui est totalement subjectif et personnel et je t'invite à réagir dans les commentaires pour me dire ce que t'en penses. Moi je pense qu'il sera dans le groupe des 33. Pourquoi? Son profil polyvalent en tant qu'utility player, c'est un avantage de dingue. Malheureusement, ce qui en fait une force pour lui pour être dans le groupe, ça en fait aussi une faiblesse pour être titulaire. Premièrement, il y a beaucoup de concurrence à son poste et deuxièmement, le fait qu'il puisse couvrir deux postes devant et derrière en cours de match, c'est un réel désavantage je pense pour commencer les matchs parce que ça veut dire que sur le banc, tu peux te permettre d'avoir un joueur où tu vas pouvoir réajuster ton équipe très facilement. Et oui, et donc l'avantage de Macalou, c'est une force pour le 15 de France mais c'est une faiblesse pour lui je pense pour pouvoir commencer les matchs parce que ça veut dire aussi que tu as pas envie de le cramer ton joueur. Attention, évidemment, à mon avis, il a la capacité d'enchaîner des matchs à très haute intensité. En revanche, je pense que si tu es dans le combat contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande en quart de finale pendant 65 minutes et que derrière, au bout de 65 minutes, tu dois enchaîner sur un poste d'ailier où il va falloir de la concentration sur les ballons hauts, sur le déplacement, etc. alors que tu as eu de la tête à la mine pendant la 65 minutes, je suis pas sûr que tu aies les capacités, avoir cette lucidité pour pouvoir enchaîner et rester performant. Et pour l'équipe de France, honnêtement, quand tu vois l'importance du poste de numéro 10, moi je pense que c'est indispensable d'avoir un profil 10 finisseur. Un joueur frais qui est capable de rentrer et de t'allumer des mèches à 15 minutes de la fin face à des joueurs qui sont fatigués en face. Et on l'a vu avec Jalibert pendant les matchs d'automne, ça te change la donne, c'est-à-dire qu'il est capable de ramener ce plus que tu n'as pas forcément trouvé pendant le match. Dans tous les cas, je suis ultra content de le voir dans le groupe avec les prestations qu'il a fournies cette année avec le Stade français et en équipe de France. Et bah moi, je suis à fond derrière avec Macalou. J'aimerais juste le voir faire une interview. Et toi, t'en penses quoi? Parce que là, tu m'écoutes parler depuis 10 minutes, mais tu penses qu'il est invité et que c'est une bonne chose que ça soit un utility player? Est-ce que pour toi, c'est un avantage pour être dans le groupe et est-ce qu'il peut être titulaire en match pendant la Coupe du Monde, tu penses, c'est cool? Ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses, donc tu peux me l'écrire dans les commentaires. Si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu fais partie des 66,6% de petits cochons qui sont pas abonnés en me regardant jusqu'à la fin, abonne-toi mon pote et on se revoit bientôt. Allez, topette!